Bonjour aux téléspectateurs et aux internautes de STV Cameroun. Alors, c'est intéressant de commencer par définir les mots-clés afin que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Alors, comment cultiver une résilience durable? Le mot qui fait mal ici, c'est résilience. C'est quoi la résilience? Prenez quelqu'un, prenez une jeune femme qui se lève le matin et il se met à pleuvoir. Et pendant qu'il pleut, elle essaye d'aller chercher un taxi. Et quand elle part de chez elle pour aller en route, juste au moment où elle sort de son portail, une voiture qui passe l'éclabousse. Alors, et elle se met à pleurer, parce qu'elle allait à un rendez-vous assez important. Elle se met à pleurer, et directement, il y a un flot de pensées qui lui traverse l'esprit. Peut-être que la nature, mon destin ne voulait pas que j'aille à ce rendez-vous-là, parce que c'est un rendez-vous d'emploi. Le destin ne veut pas que j'aille à ce rendez-vous. Les gens de mon village m'ont attaché, et c'est pourquoi cette voiture m'a éclaboussé. La malchance de ça. La malchance de ça. Et elle s'assoit, elle se met à pleurer. Son rendez-vous, c'est en 30 minutes. Elle se met à pleurer. Ou alors, elle décide de ne rien dire, de ne rien faire, de rentrer chez elle, de reprendre une nouvelle douche, changer de vêtements, revenir prendre un taxi. Nous avons là deux scénarios de la même personne. Dans le premier cas, la jeune dame a manqué de résilience. Dans le deuxième cas, elle a fait montre de résilience. Alors, c'est quoi la résilience? La résilience, pour commencer, c'est un terme très utilisé en psychologie. Et de plus en plus, il a glissé dans le vocabulaire usuel. Pour dire quoi? Pour dire que c'est un comportement, c'est une capacité qu'a une personne à pouvoir surmonter un obstacle, à pouvoir surmonter une difficulté afin de pouvoir avancer. La deuxième fille a fait preuve de résilience. Elle a fait preuve de résilience. C'est-à-dire qu'elle a surmonté. Elle a encaissé ce qui s'est passé, mais au lieu de pleurnicher et de s'arrêter, elle a surmonté. Elle est rentrée, elle a pris une nouvelle douche, elle a refait son make-up, elle a pris une nouvelle tenue, elle s'est habillée, elle est partie. En fait, elle avait un plan B. Elle avait un plan B. Elle a exécuté un plan B. Voilà, exact. Et lorsqu'elle va au rendez-vous, l'entretien se passe bien, elle décroche le job. Et après, elle va se dire, mais donc, si je n'avais pas surmonté cet incident-là, j'aurais raté l'entretien et du coup, j'aurais également raté la chance d'avoir ce job. Donc, cette capacité-là, à pouvoir surmonter la difficulté, lui a permis de pouvoir décrocher une opportunité qui s'offrait à elle ou qui l'attendait peut-être. Et donc, la résilience est donc un comportement. La résilience est une attitude. La résilience est un état d'esprit. Et dans la vie, nous sommes appelés à rencontrer des difficultés. Nous sommes appelés à rencontrer des obstacles. Et plus nous faisons preuve de résilience, plus nous avançons en réalisant nos objectifs.
Mais lorsqu'on manque de résilience, on a tendance à accuser les circonstances. On a tendance à trop voir la main des autres, la main maléfique, la main malicieuse sur notre destin, sur nos projets. Et donc, il est question ce matin d'explorer un peu ce qu'on appelle la résilience au niveau personnel ou individuel. Parce qu'on parle de résilience aussi de groupe, on parle de résilience communautaire et on parle aussi de résilience sociétale. Mais ce matin, nous allons nous cantonner à parler de la résilience individuelle afin que, à la fin de cette présentation, que tous ceux qui nous écoutent et nous regardent comprennent ce que c'est et aussi découvrent les mécanismes à pouvoir mettre en place afin d'augmenter ou d'optimiser le niveau de résilience des uns et des autres. On peut aider nos proches à être plus résilients, tout comme nous-mêmes, nous pouvons aussi optimiser notre niveau de résilience. Et d'entrée de jeu, j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai vécue en tant que coach et une histoire que je raconte dans mon livre afin que nous soyons dans le bain. Voici un jeune homme qui est très brillant en mathématiques. Il rafle tous les prix d'excellence en mathématiques dans son lycée, depuis la 6e jusqu'en terminale. Et donc, il rêve d'une seule chose, c'est devenir mathématicien. Il veut devenir ingénieur mathématicien et professeur de mathématiques au niveau universitaire. Et tout le monde sait qu'il va forcément réussir parce qu'il a tout avec lui. Et voilà qu'après son baccalauréat scientifique, il décroche avec une mention très bien. Son père lui sort une autre carte. Son père exige qu'il fasse plutôt des études de finance. Coup de théâtre. Ou de théâtre. Coup de théâtre. Coup de théâtre. Ah, coup de théâtre. Le jeune homme, qui se prénomme Raphaël, n'a pas d'autre source de financement. Son père, c'est son seul financier. Son père C'est son manager. s'occupe de lui. Et donc, il doit se plier à la volonté paternelle, qui est une volonté très forte et autoritaire. Quand il arrive à l'université, il décide quand même de faire des études aussi bien en finance qu'en mathématiques. Il décroche une licence en finance que son père veut, et parallèlement, il décroche également une licence en mathématiques. Waouh. Il fait une maîtrise dans les deux, toujours parce que son vrai rêve en fait, c'est d'être mathématicien. Mais son père, lui, il lui oppose autre chose, qu'il devienne financier, comme lui, qui est directeur financier. Et voilà qu'après ces études-là, l'enfant est donc conditionné, il devient analyste financier. Il n'est pas content, mais il n'a pas trop le choix non plus, parce que son père est assez autoritaire. Et voilà qu'un jour, pendant qu'il est en train de travailler comme analyste financier, il fait une erreur, il signe un dossier qu'il n'aurait pas dû signer, il ne sait pas comment cela se passe. Il se retrouve devant le tribunal et comment il va en prison. Et quand il est en prison, il apprend beaucoup de choses, il apprend à se débrouiller, il apprend à aider son prochain. Et quand il sort de prison, il décide d'aller vers son rêve premier, son rêve d'enfant, son rêve d'être mathématicien. Et voilà comment il réussit à trouver un coach de vie qui l'aide à accomplir tout ce qu'il doit accomplir et il finit par conquérir son rêve. 90% des gens auraient laissé tomber
le rêve premier de devenir mathématicien. Parce qu'une fois qu'on a fait des études de finance, Laurent se dit, bon d'accord, j'avais un rêve, je n'ai pas pu l'accomplir, ok, on m'a obligé à être financier, autant mieux faire, je vais continuer à faire la finance le reste de ma vie. Mais lui, il était obsédé par son rêve de devenir mathématicien. Il ne l'a pas abandonné. En dépit du fait qu'on lui a imposé des études dans une filière qu'il ne voulait pas, il a gardé ce rêve en lui. Il fait une erreur, il se retrouve en prison, et pendant qu'il est en prison, au lieu de devenir amer, aigri, comme la plupart des personnes qui se retrouvent en prison, à tort ou à raison, quand elles sortent, en général, ou très souvent pour la plupart des cas, elles deviennent parfois très amères, elles deviennent rancunières, elles en veulent à la terre entière. Lui, Raphaël, il n'en veut à personne. Il se dit, si j'ai fait une erreur, j'étais peut-être inattentif, j'étais peut-être pas organisé, et c'est pourquoi j'ai fait cette erreur-là. Donc, en fait, il ne veut rejeter le tort sur personne. Et lorsqu'il va rencontrer le coach lui demande ce qu'il a appris de son séjour carcéral. Et il décrit tellement de bonnes choses qu'on a l'impression que la prison a été un passage salutaire. Et lorsqu'il commence donc maintenant à dérouler tout ce qu'il a appris, quand il commence à expliquer le nouvel homme qu'il est devenu grâce à son passage en prison, on est très surpris, on est impressionné par la capacité de Raphaël à pouvoir trouver des enseignements assez édifiants dans ce que la plupart des gens auraient trouvé comme un enfer. Absolument. Et donc, voilà comment Raphaël transforme ce qui paraît aux yeux des hommes ordinaires comme étant une succession de malchance, une succession de malheurs. Mais Raphaël a un état d'esprit tellement résilient qu'il réussit à trouver son bonheur dans ce qui paraît être une malédiction. Et donc, après avoir peint ce tableau sommaire, sur lequel on va revenir de temps en temps, parce qu'il est toujours mieux d'avoir un exemple assez concret sur lequel on peut s'appuyer. Alors, donc, quand on parle de capacité à pouvoir surmonter un obstacle, à pouvoir surmonter une difficulté, ça ne veut pas dire qu'on sait d'avance ce qui va arriver, on sait d'avance ce qui va se passer. Non, on ne sait rien, mais très souvent, ce sont des choses parfois qui nous tombent dessus de façon inopinée. Vous avez fait un planning de vacances, vous comptez vous déplacer avec votre famille, avec votre voiture, vous allez à Kribi, à Limé, et puis la veille de votre voyage, la voiture a une panne inexplicable. Le mécanicien qui a fait le check-in de votre véhicule il y a de cela 3 jours, il avait confirmé que tout allait bien. Voilà que la veille de votre voyage, la voiture ne démarre pas. Quand il arrive, il vous dit qu'il ne sait pas ce qui se passe. Vous commencez à analyser, comme on est très fort dans l'analyse. J'ai l'impression que ce voyage allait me porter malheur. Et c'est pourquoi ma voiture est en train de m'envoyer des signaux que je dois analyser. L'attitude résiliente veut que, face à une telle situation, qu'on se demande, est-ce que le mécanicien n'a pas été trop confiant? Est-ce qu'il a pris vraiment le temps d'analyser ce véhicule? Est-ce que je ne devrais pas appeler un autre mécanicien pour être sûr du diagnostic? Hypothèse 3, peut-être que je devrais louer un véhicule
pour faire ce déplacement parce que j'ai déjà mon budget de vacances. Mes enfants savent déjà que nous irons en vacances. Mon épouse a déjà annoncé à toutes ses copines que nous irons en vacances. Et ses copines lui ont déjà demandé de faire de très beaux selfies, de racheter des provisions en rentrant. Et donc, tout est calé. Moi-même, j'ai déjà ma permission au lieu de service. Donc, si je reste encore là 2-3 jours, on va me demander ce qui se passe. Alors, est-ce qu'il n'est pas important de passer à un plan B? Plan B. Lorsque je commence à réfléchir à un plan B, je vais finalement aussi relativiser la panne de mon véhicule. Mais si je choisis plutôt de rester à réfléchir sur pourquoi mon véhicule tombe en panne la veille de mon départ en voyage, pourquoi le mécanicien n'a pas pu détecter cette panne-là qui me pose un problème aujourd'hui. Vous voyez que cette succession de questionnements ne m'apportera pas de véritables réponses ou solutions constructives, mais va plutôt avoir le chic de m'enfoncer dans un raisonnement pessimiste. J'irai de résolution pessimiste en résolution pessimiste. Je vais voir la main des gens qui ne m'aiment pas. Ils ont sûrement jeté un sort à mon véhicule. C'est pourquoi mon véhicule est tombé en panne de façon mystérieuse. Et je crois même que mon mécanicien est très bon. Mais cette panne-là n'existe pas parce que c'est une panne mystique. Vous voyez? Du coup, je deviens superstitieux. Et je commence à raisonner sans rationalité. Et à ce moment-là, je commence à créer du stress sur ma personne. Je crée du stress sur mon épouse. Je crée du stress sur mes enfants. Parce que mes enfants m'aiment assez, mon épouse aussi m'aime assez. Et donc, en voulant compatir, ma famille nucléaire va accepter tout ce que je dis pour pouvoir m'encourager, en croyant que c'est en soutenant cette thèse-là de complot que je vais me sentir mieux. Pourtant, je serai en train de m'enfoncer. Et puis je vais me demander si mon voisin n'est pas passé dans la nuit à débrancher un câble de mon véhicule. Vous voyez, on n'a plus rien de rationnel. Revenons sur Raphaël dans Prisonnier des rêves de mon père. Lorsque Raphaël atterrit en prison, il peut se dire, il y a eu un complot contre moi et je suis sûr que mon chef est allé en vacances parce qu'il voulait que ce complot-là se retourne contre moi. Mais Conséquence, il est donc allé en vacances, il a pris ses vacances, et quand le dossier est arrivé, c'était moi qui assurais l'intérim. Conséquence, il fallait que je signe, j'ai signé. C'était un coup de mon chef. C'est ce que Raphaël se dit. Non, il aurait pu se dire ça, oui, il l'aurait. mais il n'a pas pensé ainsi. Oui, il n'a pas pensé comme ça. Ou il aurait encore pu se dire, c'est sûr que cette boîte ne veut pas de moi. Alors on a tramé un complot, comme ça je vais atterrir en prison et on recrutera quelqu'un d'autre à ma place. Ou encore plus grave, il aurait pu penser que c'est son père même. Que comme mon père a refusé que je fasse les maths, mon père me déteste. C'était un truc comme ça. Voilà, voilà. Donc, on analyse, on extrapole, parce qu'on veut se satisfaire d'une thèse qui rejoint nos convictions. Et là, malheureusement, on s'enfonce. Et vous savez que lorsqu'on a un raisonnement irrationnel, on a tendance à voir tout en noir. On se crée des ennemis qui n'existent pas. On accuse le monde de ne pas nous aimer. On accuse le monde de se retourner contre nous. Alors qu'en réalité, parfois, ce n'est pas le cas. Mais puisqu'on a décidé de choisir le camp de la facilité en émettant des hypothèses, on finit par se convaincre soi-même
de ce qu'on pense. Et l'absence ou le manque ou la faible résilience chez la plupart des personnes produit souvent des conséquences impensables. Prenons le premier cas, le cas de la santé. Il est prouvé aujourd'hui que les personnes qui ressassent plus des souvenirs tristes et douloureux ont tendance à perdre confiance en eux. Parce qu'ils ressassent uniquement des choses tout ce qui est négatives qui les diminuent et qui va, par conséquence, tuer toute confiance, toute estime de soi. Revenons à la jeune femme qui prend son taxi le matin. Vous voyez, elle a fait un très beau make-up, elle avait sa plus belle robe, elle était bien habillée, bien parfumée, elle avait confiance en elle. Mais après s'être fait éclabousser, dans la première hypothèse, elle perd confiance. Quand elle rentre dans sa chambre, après avoir pleuré toutes les larmes de son corps, elle s'assoit sur son lit et elle commence à se souvenir des autres échecs de sa vie. Comment est-ce que un bon gars l'avait largué? Comment est-ce qu'elle avait échoué un examen quand elle était encore plus jeune? Comment son père avait fait ci? Comment sa mère avait fait ça? Vous voyez, elle rentre dans un tourbillon de négativité. À outrance. C'est-à-dire qu'elle n'est pas accompagnée les autres. Elle n'est pas accompagnée les autres et que sa vie ne sert à rien. Vous voyez, le fait de rentrer dans cette spirale-là, il lui sera difficile d'en sortir. Mais dans le cas de l'hypothèse où elle est résiliente, elle rentre, elle prend sa douche et elle va même moins se maquiller. Parce qu'elle n'a plus assez de temps. Elle va moins se maquiller en se disant, de toutes les façons, si cette opportunité est pour moi, même si je suis mal habillé, ça sera toujours pour moi. Absolument. Elle rentre dans sa garde-robe et choisit une autre robe. Comme la première robe était la meilleure robe qu'elle avait choisie, et là maintenant, elle va choisir une robe moins top. Et donc du coup, ce ne sera pas une robe qui la met forcément en valeur, mais une robe assez propre, une robe élégante. Vous voyez que là, elle n'est plus sous son meilleur jour sur le plan physique, mais mentalement, elle a actionné, elle a activé d'autres choses qui font que, même si physiquement, elle n'est pas au top, 131. Mentalement, psychologiquement, elle est dopée. Élevée, oui. Et quand elle va à l'entretien, elle est persuadée que, ok, cette robe même, c'est une vieille robe que j'ai mise, mon make-up n'est pas au top. Ça veut dire qu'ici, là, il faut que j'ai des arguments très percutants afin de marquer le panel qui va m'interviewer. Pourtant, dans le premier cas, elle était sûre de sa robe. Elle était sûre de son make-up. Elle se voyait toute belle, très jolie. Et donc, du coup, elle aurait pu, c'est une hypothèse, elle aurait pu de façon inconsciente mettre en avant davantage son physique que ses arguments. Et peut-être que le panel n'aurait pas été sensible à sa grande beauté. Et donc, le fait qu'elle soit résiliente fait qu'elle a appuyé sur d'autres choses qui étaient endormies en elle. Et c'est donc ça le bonheur de la résilience. Vous voyez, Raphaël, on revient à la prison des rêves de mon père. Raphaël atterrit en prison. Et il découvre plutôt qu'il peut faire des choses pour les autres. Il devient professeur de mathématiques, de physique et de chimie. Il aide les autres, les détenus mineurs à passer des examens officiels, ce qui est très gratifiant. Et en le faisant, il partage sa passion avec d'autres personnes. Et sa passion lui permet justement de pouvoir grandir en tant qu'être humain. Pourtant, si Raphaël était resté
analyste financier dans son bureau cossu, il n'aurait peut-être jamais réalisé son rêve d'enfance qui lui tenait tant à cœur. Il a fallu un événement malheureux pour que Raphaël retrouve des conditions optimales pour pouvoir découvrir et pouvoir consolider et optimiser le talent qui sommeillait déjà en lui. Et comme on dit au quartier, à quelque chose, malheur est bon. Et donc, le malheur de la prison, entre guillemets, hein, parce que à la fin, on se rend compte que ce n'était pas un malheur en soi. Et de même, pour la jeune femme qui s'est fait éclabousser, elle découvre par la suite qu'en fait, tellement elle s'est défendue lors de l'entretien, tellement elle a utilisé des arguments de massue, qu'on a remarqué qu'elle était la meilleure candidate. Pourtant, au départ, dans le plan A, avec sa belle robe, son beau make-up, toute sa beauté qu'elle affichait, qui aurait passé pour elle son argument de poids. Mais malheureusement, elle s'est fait éclabousser et du coup, elle a dû changer de plan. Et donc, c'est comme ça que la résilience permet parfois de retrouver une confiance qu'on avait perdue parce que des circonstances, des difficultés, des épreuves nous poussent à sortir de notre zone de confort. Parce qu'en réalité, la résilience commence lorsqu'on sort de sa zone de confort. Lorsque votre voiture tombe en panne, la veille de vos vacances, vous sortez de votre zone de confort, vous commencez à réfléchir. Lorsque vous avez un entretien et que vous brûlez votre meilleure chemise parce que vous étiez en train de repasser, alors vous sortez de votre zone de confort. Donc, chaque fois qu'on sort de la zone de confort, on peut soit se noyer parce qu'on adopte une attitude négative, parce qu'on commence à se culpabiliser pour des choses qui n'ont rien à voir, parce qu'on commence à penser aux sorciers de nos villages qui nous ont attachés, ou alors on décide de dépasser l'épreuve, de dépasser l'événement, afin de voir un peu plus haut, afin d'avoir une vue plus grande de ce qui se passe. Et lorsqu'on veut développer la résilience, lorsqu'on veut devenir plus résilient, en général, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on a parfois raté beaucoup d'opportunités, parce qu'on n'a pas la capacité à pouvoir se relever rapidement. Vous imaginez un enfant qui a 10 ans, échoue un examen, et commence et se met à pleurer toute la journée. Quand vous avez 30 ans, 40 ans, quand vous regardez ça, vous riez, parce que vous vous dites, mon petit, ça c'est ton premier échec de la vie. Mais avant d'atteindre 20 ans, tu auras connu encore d'autres échecs. Donc, ce qu'il est important de faire, c'est vrai que ça fait mal de pouvoir échouer, mais tu dois pouvoir te reprendre en main. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Faire rapidement le point de la situation et maintenant envisager un plan B. Or, rester à se morfondre, à se culpabiliser et à se maudire ne fait que diminuer votre estime de soi. Et vous savez, dans la vie, lorsqu'on perd déjà son estime de soi, on va forcément perdre la confiance en soi. Et quand on a perdu la confiance en soi et l'estime de soi, on devient l'ombre de nous-mêmes. Et c'est pourquoi, généralement, lorsqu'on veut réussir, la première chose qu'on nous demande de faire, c'est « aie confiance en toi ». C'est la première étape. « Aie confiance en toi ». Lorsqu'un garçon va voir son ami qui est un fin dragueur, il lui dit « Gars, j'aimerais faire la cour à cette fille, mais je ne sais pas comment y procéder. » Premier conseil, « Gars, aie confiance en toi ».
Pourquoi on dit ça? Parce que la confiance en soi permet de grandir. La confiance en soi permet de réfléchir avec beaucoup de liberté. Or, quand on n'a pas confiance en soi, on réfléchit dans des petits couloirs. C'est-à-dire, on s'emprisonne dans un couloir qu'on a déjà limité et on tourne en rond. Mais lorsqu'on a confiance en soi, on réfléchit en toute liberté. On n'a pas de couloir où on ne va pas. C'est pourquoi lorsqu'on a confiance en soi, parfois on réfléchit à 360 degrés. C'est-à-dire, on est devant un problème, devant une situation, parce qu'on a confiance en soi, on réfléchit à 360 degrés. Par contre, lorsqu'on n'a pas confiance en soi, quand on est devant une difficulté, parfois on réfléchit à 1%, à moins de 1%, parce qu'on se met dans un couloir et on se bloque. Alors maintenant, la résilience, c'est bien beau d'en parler, mais est-ce à dire qu'il y a des gens qui sont naturellement résilients? Oui. Est-ce à dire qu'il y a des gens qui ne seront jamais résilients? S'il est vrai qu'il y a des gens qui naissent déjà résilients, ou bien qui naissent avec une grande résilience, et qu'il y a des gens qui naissent avec un niveau de résilience assez faible, il y a quand même le milieu, c'est-à-dire qu'il y a quand même la possibilité de pouvoir améliorer son niveau de résilience. Mais il faut savoir une chose, c'est que la résilience n'est pas acquise. La résilience est un processus continu. On peut être résilient dans un domaine et ne pas l'être dans un autre domaine. Donc, c'est pourquoi il est important de développer des stratégies qu'on appelle en psychologie des coping skills, c'est-à-dire que la faculté à pouvoir s'accrocher, à pouvoir donner le meilleur, quoi qu'il arrive. Et donc, je vais expliquer quelques coping skills parce que c'est des choses parfois assez complexes, mais que je vais essayer de simplifier pour que ceux qui me regardent, ceux qui m'écoutent, puissent s'en servir. Mais il est vrai que parfois aussi, il faut avoir une formation, il faut parfois se former à ces coping skills. Alors, le premier coping skill que je vais partager, c'est celui de... Il faut apprendre à voir les choses dans leur entièreté. C'est-à-dire que, parce que souvent, on a une vue, je vais dire, parcellaire des choses. C'est-à-dire que devant une difficulté, on ne voit qu'un seul angle. Et parce qu'on ne voit qu'un seul angle, on va donc analyser sous cet angle-là. Or, quand on apprend à avoir une vue globale des choses, c'est quoi le bien de cet incident? C'est quoi son mal? Vous voyez, quand je soupèse le bien, l'avantage de l'incident et son inconvénient, je finis par analyser et avoir un point de vue assez équilibré. Si par exemple, mon véhicule est tombé en panne la veille de mon voyage, alors, quel est le bon côté de cet incident? Je dois pouvoir trouver le bon côté de l'incident. Le mauvais côté est déjà là, c'est que la voiture ne peut pas se déplacer. Lorsque la voiture ne peut pas se déplacer, c'est quoi le bon côté? Peut-être qu'en prenant une voiture de location, peut-être que je vais découvrir d'autres choses, peut-être que je serai plus prudent au volant, parce que quand j'ai mon propre véhicule, parfois je roule comme un fou. Or, avec le véhicule d'une agence de location, je serai un peu plus prudent. Et donc, il faut voir les choses dans leur globalité. La deuxième chose, c'est de combattre cette opinion qui veut que le monde soit contre moi. En général, nous ne valons pas grand-chose dans l'univers. Vous voyez, quand vous prenez l'avion, quand l'avion monte, quand l'avion survole les airs, quand vous voyez un peu la Terre, et vous imaginez vous, qu'est-ce que vous valez? C'est la Terre. Vous ne valez rien. C'est juste un point. Donc arrêtons de développer cette croyance qui veut que le monde soit toujours contre nous.
Parfois, même ceux qui nous entourent ne nous voient pas. Ils ne savent même pas ce qu'on vit. Mais on a tendance à vouloir croire que le monde est contre nous, tout est contre nous. Mes collègues ne m'aiment pas. Parce qu'un collègue ne t'a pas dit bonjour le matin, il ne t'aime pas. Ah non, c'est pas vrai. Lui aussi, il a peut-être ses problèmes. Voilà. Et peut-être qu'il est tellement absorbé par ses problèmes qu'il ne t'a même pas vu passer. Mais toi, du coup, non, il ne m'aime pas. Même mon chef ne m'aime pas. Hier, il ne m'a pas salué. Ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Non. Et lorsqu'on arrive à développer la résilience à travers déjà ces deux comportements, c'est-à-dire voir les choses dans leur globalité et sortir de ces pensées qui veulent que tout soit contre nous, vous voyez, on développe plus de liberté. Et vous avez l'impression d'être plus intelligent. Vous avez l'impression que le monde vous écoute. Mais lorsque vous restez dans cette spirale pessimiste, d'abord, vous êtes toujours stressé, parce que plus on pense négativement, plus on est stressé. Et quand on est stressé, on diminue son champ d'action, parce qu'on se limite, et on limite les opportunités que nous avons. Et donc c'est pourquoi, lorsque vous prenez le cas de Raphaël, vous apercevez qu'en fait, rien, parfois, aucun événement qui nous arrive n'est mauvais en soi. Mais juste qu'il faut pouvoir relativiser, prendre le bon et laisser ce qui ne nous plaît pas. D'accord? Wow. Donc j'espère que nous avons pu parcourir le sujet et que là maintenant vous avez les outils pour pouvoir développer une résilience assez profonde. Et la prochaine fois, peut-être que nous parlerons de la résilience au niveau organisationnel. Comment les entreprises peuvent optimiser la résilience individuelle afin qu'elle ait des résultats sur la résilience organisationnelle. Je vous remercie infiniment. Mais maintenant, merci Francis. Quand on parle de résilience, moi j'ai une question. Oui. Sur le plan personnel. Oui. Voilà. On a généralement, il y a des personnes qui sont de nature résiliente. Oui. Comme vous avez dit, sur sur certains plans de leur vie. Oui. On voit par exemple une résilience même dans la vie associative. Oui. La résilience au niveau même du travail. Oui. On a des personnes, on se sent parfois, il y a des frustrations qu'on ne veut pas gérer. Oui. On décide, on se dit, bon, c'est comme si et cette personne se comporte ainsi, ce qu'on fait, on fait juste avec et puis on avance, on pense à autre chose. Oui. On ne se focalise pas sur la personne qui frustre l'autre. Oui. C'est une forme de résilience aussi. Oui. Parce que la résilience, justement, permet de mieux aborder les conflits. Oui. Quand on est résilient, on a la capacité de pouvoir surmonter rapidement les conflits. Mais lorsqu'on manque de résilience, on va toujours s'enfoncer dans les conflits. On va en créer et on ne pourra même pas en gérer. C'est pourquoi vous allez voir parfois des gens dans des entreprises qui ont des problèmes avec tout le monde. Et quand vous allez vers eux, ils vont vous faire une litanie de problèmes qu'ils ont. Et vous allez vous demander, mais comment est-ce qu'une personne fait pour avoir autant de problèmes dans un même bureau? Vous voyez? Donc c'est cette capacité, parce que les coping skills qu'on développe, en fait, nous permettent de développer des protections. C'est un peu comme des protections. Parce que au finish, nous avons un cœur qui ne supporte pas trop de stress. Nous avons un cerveau qui, à un moment donné, va saturer parce qu'on a trop de problèmes à régler. Donc, avoir des mécanismes de résolution de problèmes, chaque fois, c'est très important. Est-ce qu'on peut appeler la résilience ici un peu la foi? Est-ce qu'on peut appeler la résilience la foi? Parce que je connais aussi beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas le mot résilience, oui, mais c'est plutôt la foi qui leur permet de tenir face à toutes les situations. Il sort de chez lui, sa voiture tombe en panne, il sort chez lui, on éclabousse, il va te dire,
il est tellement positif parce qu'il a la foi et il pense que tout ce qui lui arrive dans la vie, c'est la volonté. Et que Dieu est avec lui et il reprend. Il recommence parce qu'il a la foi. Parce que l'histoire de Raphaël que vous avez donnée tout à l'heure me fait penser à l'histoire de Joseph dans la Bible également. Et c'est la foi qui l'a maintenu en prison. Il était en prison, pas comme les autres prisonniers. C'était un gars heureux en prison, un gars qui donnait les conseils aux gens en prison, qui donnait même des prophéties aux gens en prison, donc un peu comme Raphaël. Donc il a eu un autre... est-ce qu'on peut appeler aussi résilience chez les chrétiens foi? Bon, c'est vrai qu'on peut appeler aussi foi, mais quand je fais une analyse froide, moi je dis, en tant que coach, je dis la foi est une composante de la résilience. Ouais. C'est une composante. Voilà. Ouais. C'était juste un avis comme ça. Bien sûr, bien sûr. On vous retrouve la semaine prochaine. En tout cas, c'était magnifique. Et on parlera de quoi la semaine prochaine? Alors, puisqu'on a parlé de la résilience au niveau individuel, au niveau personnel, je voulais qu'on aborde sur le plan organisationnel. Comment est-ce que les entreprises peuvent capter la résilience individuelle pour en faire un actif au niveau de l'entreprise. Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve demain, jeudi. On aura encore un bon moment à passer ensemble, chers téléspectateurs. Portez-vous bien, bon appétit et merci encore de votre fidélité. Au revoir. Merci. Nous vous félicitons pour le progrès réalisé dans votre parcours, pour tous vos efforts. Tout en prenant soin de votre famille, vous n'avez pas renoncé non plus à prendre soin de vous-même. Nous vous félicitons, vous et toutes les mamans Molflix. Vous êtes toujours le numéro 1. Désormais, le choix numéro 1 des mamans camerounaises, c'est Molflix Air Dry. Grâce à Molflix Air Dry, les bébés et les mamans jouissent désormais d'une paix absolue. Venez vous joindre aux mamans qui font l'expérience du Molflix Air Dry.